je voulais me permettre, si vous me le permettez, professeur, de parler un petit peu de la société civile qui est présente dans les COP notamment, avec un exemple. Je vous parlais tout à l'heure de la COP 2009 à Copenhague, où on a vu une scission, on va dire ça comme ça, dans la société civile organisée qui pousse par derrière, qui envoie quelques représentants dedans, mais qui est beaucoup à l'extérieur et qui pousse. Il y avait eu une scission à cette époque-là, mais qu'on avait pressenti des valides, à valider la Coupe de Bali l'année d'avant, entre ce qu'on appelait le CAN et le CGN. Le CAN, c'est des organisations réunies dans le Climate, je ne sais pas, Action Network. Climate Action Network. Et de l'autre côté, le groupe dans lequel nous étions, et certaines personnes dans la salle s'en souviennent puisqu'elles étaient avec nous à Copenhague, le CJN, Climate Justice Now, effectivement, qui est resté le slogan de nos organisations, notamment les animateurs, Greenpeace, etc., qui demandent la justice immédiate et donc avec un travail important autour du droit du peuple. Mais écoutez, on va passer aux questions. Donc on va promener les micros et vous allez pouvoir poser les questions que vous souhaitez au professeur. Marcel Bell, je suis moi aussi professeur émérite de la faculté de droit de Limoges. D'abord, quelle complexité, Michel. Tu es l'un des rares à maîtriser cette complexité. Et alors, c'est ce qui m'inquiète, parce que les citoyens, comment peuvent-ils mesurer tout ce que tu viens de nous expliquer? C'est trop compliqué. Et c'est à l'échelle mondiale. Et puis, il y a la volonté des peuples. Nous, on est tout feu, tout flamme, par exemple, pour protéger la forêt amazonienne. Mais j'ai un souvenir, une anecdote, que je vous raconte rapidement. Dans les années 90, le Master 2, ça s'appelait un EE encore, de Michel Prieur, a été exporté par quelques collègues au Brésil. On a formé des étudiants, dont certains ont fini par soutenir des thèses, et c'est moi qui coordonnais cette action-là. Et je me souviens très bien d'une étudiante, adulte, qui avait, comme beaucoup de Brésiliens, deux métiers. Elle était à la fois étudiante, mais elle était à la fois policière. Qui m'a pris à partie, véritablement. Elle était courageuse, parce que je détenais quand même les clés de ses diplômes. Mais elle m'a pris à partie en me disant, mais enfin, vous n'avez pas à vous mêler de la protection de la forêt amazonienne. C'est chez nous. Sous-entendu, vous nous gonflez. Et après tout, c'est recevable. Alors je ne dis pas que c'est toute la population brésilienne. Bien sûr, les peuples autochtones, eux, sont très protecteurs de la forêt, mais ils sont minoritaires. Et je veux bien que cette étudiante était un petit peu représentative du Brésilien moyen. Voilà, donc je ne suis pas très optimiste, même si, bien sûr, il faut tous qu'on s'implique, parce qu'on en a les moyens, les gens qui sont là, il faut tous qu'on s'implique pour de telles protections, mais encore une fois, c'est pas gagné. Bonjour Marcel, je croyais que tu allais parler de la 2x2 voies à Périac et des coupes rases et puis de tout ce qui va s'en suivre, parce que c'est des tonnes de terre qui vont être retournées pour faciliter, non pas, pour rendre moins accidentogène, mais pour rapprocher le petit plus rapidement, pour être plus vite sur la route, quoi. Parce qu'en fait, quand on va tranquillement sur la route, les accidentogènes, c'est le truc là. Donc c'est un chantier, je ne sais pas combien de millions qui auraient pu être affectés sûrement à d'autres objectifs, parce que le conseil départemental, l'État investit en masse là-dessus. Et là, vraiment, je me dis, il y a une mobilisation à faire sur
sur notre département, sensibiliser localement toutes les populations, c'est un vrai objectif. Je ne sais pas si on peut brandir des familles de la COP, de la future COP, en allant manifester là-bas. Mais ouais, il y a un véritable enjeu, j'ai l'impression, à vulgariser le droit. Vulgariser, c'est pas le rendre vulgaire, c'est le rendre accessible, rapprocher peut-être les enjeux des COP des citoyens dans leur quotidien, à dire en fait qu'est-ce qu'on veut comme société, aller plus vite, plus flou, tout raser encore. Je ne sais pas ce qu'en pense Michel, mais on doit se commenter. Bon, la complexité, même les spécialistes sont débordés. Alors, évidemment, moi je suis spécialiste du droit, je ne suis pas spécialiste du changement climatique, et donc tous les rapports très scientifiques, on est un peu largués. Mais j'allais dire que dans les déroulements même purement juridiques de ces réunions, le fait que pendant la même réunion, COP, c'est conférence des parties, c'est tous les États qui ont ratifié la Convention. Pendant la réunion, les États doivent statuer et discuter à la fois sur 3 conventions. La Convention cadre de 92, le protocole de Kyoto, l'accord de Paris. Alors presque tous les États sont dans les 3, mais pas forcément tous. Donc il y en a qui sont intéressés par une, par 2 et pas par les 3. Déjà, ça fait une difficulté. Et ensuite, à supposer qu'ils soient tous partis aux 3 conventions, il faut courir d'une réunion à l'autre, puisqu'il y a plusieurs réunions en même temps, des comités d'experts, des comités de négociation, des comités parallèles de négociation, des comités en dehors des négociations, mais qui sont des négociations quand même. Bref, les délégués officiels eux-mêmes doivent s'arracher les cheveux et se diviser en 4000 personnes pour pouvoir assister à toutes les réunions. Et les petites délégations, notamment des pays en développement, qui ne sont pas nombreux, et d'abord, pour aller là-bas, c'est eux qui payent le voyage. Et pour aller à Belém, il fallait en plus se payer les logements à Belém. Alors évidemment, le logement à Belém, comme par hasard, après l'annonce de la COP à Belém, tous les petits propriétaires de Belém ont fait monter rapidement les prix de location. Ce qui fait que toutes les locations à Belém étaient devenues à des prix insupportables. Et c'est devenu tellement insupportable, l'élévation du coût pour les gens de base qui voulaient y aller, et même pour les délégués officiels qui voulaient y aller, qui ne pouvaient pas se payer des chambres d'hôtel ou des chambres d'Airbnb à 2000 € la nuit, l'État brésilien a été obligé de taper du poing sur la table pour essayer de faire baisser la température. Et devant, et ça c'était une faute stratégique du Brésil d'avoir choisi Belém sans vérifier avant la capacité hôtelière de Belém pour accueillir une conférence environnementale où il y a autant de gens, à la fois délégués officiels et délégués de la société civile, il faut bien loger tout le monde. C'est pas dans les mêmes hôtels, mais quand même, il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde. Et alors, comme il n'y avait pas assez d'hôtels pour loger les délégués officiels, le gouvernement a dû réquisitionner 2 paquebots de croisière qui ont mouillé sur l'Amazone et où logeaient les délégués officiels dans des paquebots de croisière. Et moi, j'ai été invité par le gouvernement brésilien pour participer à ce colloque sur le droit et la justice. Alors, on m'a logé 3 nuits, mais je restais plus que 3 nuits. Bon, alors je vous raconterai où j'étais logé le reste du temps, mais pendant 3 nuits, j'étais logé aux frais du gouvernement brésilien, du ministère de la Justice qui organisait ce side event, et comme il n'y avait plus de place pour loger tout le monde, ils ont décidé de construire un hôtel en 3 mois. Alors pour construire un hôtel en 3 mois au Brésil, ils sont capables de tout. Et dans la chambre où j'étais, ça sentait encore beaucoup le bois frais
qui venaient d'être coupés. J'avais l'impression de dormir dans une forêt, parce que c'était en matériel de bois, évidemment. Le bois là-bas est facile et pas cher, mais ça sentait le bois qu'on venait de couper. Et donc, il fallait bien qu'ils construisent cet hôtel pour héberger les personnalités invitées quelque part dans Belém. Il y a des problèmes fonciers comme partout ailleurs. Et donc, ils ont trouvé comme terrain pour construire en urgence cet hôtel le terrain du gouverneur général. Vous savez, c'est une fédération, le Brésil. Donc, l'État du Pará, il y a le gouverneur de l'État qui a sa propriété avec son hôtel particulier, avec l'installation des services de police, de gendarmerie dans le terrain du gouverneur. Et donc, ils ont trouvé quelques mètres carrés dans le terrain du gouverneur où ils ont construit en 3 mois un hôtel de 3 étages pour loger très vite les gens. Alors, j'ai été logé que 2 nuits parce que je ne participais qu'à un colloque d'une après-midi. J'ai eu déjà de la chance d'avoir 2 nuits dans un hôtel sentant le bois frais, mais j'avais encore à être logé pendant 3 nuits. J'ai trouvé, grâce à des relations dans une petite Airbnb, un logement où il y avait déjà 7 ou 8 personnes et j'étais sur un matelas par terre au milieu de la société civile. Donc voilà, c'est un peu compliqué pour loger la société civile à Belém, mais ceci veut dire qu'il faut anticiper les États qui décident d'accueillir une COP. Alors la prochaine COP, je vous signale, si vous voulez y aller, c'est tous les ans, donc c'est en 2026. La prochaine COP, c'est en Turquie, à Antalya. Je ne suis pas sûr qu'il y aura les places suffisantes pour loger tous les délégués et toute la société civile en Turquie, mais la Turquie est prête à vous accueillir. Je voulais vous demander si vous pouviez nous donner quelques explications sur ce projet de convention sur les droits de l'homme applicables aux victimes du changement climatique que vous présentez régulièrement. Quel est son contenu? Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer cela? Voilà. Alors, on a constaté qu'en matière de catastrophe, puisque comme j'ai dit, l'origine de ce projet de convention, c'est un colloque sur les catastrophes et le droit qui a eu lieu ici même, qu'en matière de catastrophe, d'abord, c'est, si on peut dire, une originalité, il n'y a pas de droit international des catastrophes. Il n'y a peut-être pas eu assez encore de catastrophes. Peut-être que dans 10 ou 15 ans, ou 20 ans, il y aura un droit international des catastrophes. Il n'y a pas de convention internationale universelle de catastrophes. Les États n'ont pas encore essayé de mettre noir sur blanc un droit qui se appliquerait à ces circonstances exceptionnelles. Alors qu'en droit national, il y a un droit national des catastrophes. Dans tous les pays, il y a des lois sur les catastrophes. Et dans les catastrophes, en général, on identifie 3 moments par rapport à la nécessité de gérer le droit applicable aux catastrophes. Il y a avant la catastrophe, comment on fait pour faire la prévention des catastrophes. C'est très important, la prévention. La prévention des inondations, c'est ce qu'il faut faire avant l'inondation. Donc, pour résoudre le problème du climat, il faudrait peut-être d'abord traiter la prévention des effets du changement climatique. Donc, avant la catastrophe, c'est la prévention. Alors, pour la prévention, il peut y avoir du droit, des règles de droit qui réglementent la prévention. Comment on empêche. Ensuite, quand il y a une catastrophe, il y a pendant la catastrophe. Au moment de l'inondation, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les mesures pour porter secours? Ça, c'est pendant la catastrophe. Là aussi, il faut des mesures spéciales. En France, c'est la protection civile qui est là pour dire comment il faut faire quand il y a une catastrophe. Et puis le 3e temps des catastrophes, c'est après la catastrophe. Après les catastrophes, il faut réparer. Il faut réparer, il faut protéger, il faut trouver des responsables, il faut reconstruire, etc. Et donc là, il faut encore du droit. Du droit, il en faut partout. Il en faut tout le temps. Il en faut avant, il en faut pendant, il en faut après. Et donc notre projet de convention sur les déplacés victimes du climat ou victimes des catastrophes, parce que pour nous, c'est la même chose, le climat est une catastrophe, et entre parenthèses,
il y a certains des anglo-saxons qui veulent faire absolument un protocole sur les déplacés climatiques. Alors, il y a des tas de collègues américains, australiens, qui rédigent des projets de convention sur les déplacés climatiques. Moi, je me bats bec et ongle contre un texte juridique sur les déplacés climatiques. Pourquoi? Parce que les déplacés climatiques, ils sont victimes du climat, mais le climat, il est provoqué par quoi? Par des catastrophes. Élévation du niveau de la mer, c'est une catastrophe. L'inondation, c'est une catastrophe. Et les autres. Donc c'est bien les catastrophes à l'origine qui impactent des victimes, des personnes. Et donc si on fait un traité spécial sur les déplacés climatiques, il va être enfermé juridiquement dans le champ d'application du climat. Et le champ d'application du climat, en termes juridiques, quand vous allez être victime d'une catastrophe climatique, il va falloir démontrer au niveau du droit de la responsabilité ce qu'on appelle le lien de causalité entre le phénomène dont vous êtes victime et l'origine. Il faudra montrer que votre déplacement est vraiment causé par le changement climatique. Et ça va être une démonstration scientifique et technique très difficile à faire en termes scientifiques et donc en termes juridiques. Et donc les victimes auront d'abord du mal à prouver juridiquement le lien de causalité. Alors que si la convention qui va s'appliquer pour leur donner des droits à réparation est une convention sur les catastrophes et pas sur le changement climatique, catastrophe, ça va être plus facile de définir ce que c'est qu'une catastrophe. Parce que déjà, il y a des conventions sur les catastrophes, des conventions régionales, des conventions bilatérales. Et donc le lien de causalité entre la victime catastrophe et l'origine d'une catastrophe va être beaucoup plus facile à prouver si vous êtes victime d'une catastrophe que si vous êtes victime du climat. C'est pour ça qu'on milite pour une convention pour les droits des personnes victimes de catastrophes climatiques et environnementales, donc plus large, puisque le climat, qu'est-ce que c'est? Ce n'est qu'un élément de l'environnement, ce n'est qu'un aspect de l'environnement. Le droit du climat, c'est dans le droit de l'environnement, à côté du droit de la nature, du droit des pollutions, le droit des catastrophes. Ça fait partie du droit de l'environnement. Et donc la protection des personnes et les droits de l'homme, c'est les droits de l'homme des victimes de toutes les catastrophes, qu'elles soient victimes du climat, ou victimes d'une inondation, ou victimes d'un tremblement de terre. Les victimes d'Haïti, c'est un tremblement de terre, c'est une catastrophe. C'est pas le climat, mais c'est une catastrophe. Certains diront que c'est peut-être le climat, peut-être, j'en sais rien. Mais c'est d'abord un tremblement de terre. Et donc, tous les événements qui arrivent, les tsunamis, le tsunami, est-ce que le tsunami est provoqué par un tremblement de terre, souterrain dans la mer, ou est-ce que le tsunami est provoqué par le changement climatique? J'en sais rien, les scientifiques non plus. Et donc, si vous êtes victime du tsunami et que vous demandez une réparation au niveau des droits de l'homme, on va vous demander prouver que c'est un tsunami. Et scientifiquement, vous ne pourrez pas le prouver. Tandis que le droit des catastrophes a déjà des définitions en droit national, on peut lui donner des définitions en droit international, et c'est pour ça qu'il faut donner des droits de l'homme aux personnes victimes des catastrophes plutôt qu'aux personnes victimes du climat. Et je suis optimiste dans ce domaine parce que j'ai une bonne nouvelle au milieu des mauvaises nouvelles. La Commission de droit international, qui est un organe de l'ONU, où il y a les plus grands juristes du droit international, et qui énonce des projets de convention ou des projets de lignes directrices. Cette Commission du droit international a adopté en 2019, je crois, un document qui s'appelle « Le droit des personnes
en cas de catastrophe. Donc les droits de l'homme en cas de catastrophe. Droits des personnes en cas de catastrophe. C'est la première fois qu'il y a un texte en droit international qui se soucie des droits des personnes en cas de catastrophe. Et j'avais moi-même participé avec des experts de Genève sur ce travail qui s'applique à la fois à des catastrophes industrielles provoquées par l'homme et des catastrophes naturelles. Donc ça s'applique à la fois aux catastrophes naturelles, tremblement de terre, supposer que c'est une catastrophe naturelle, et catastrophes pas naturelles, c'est-à-dire provoquées par l'homme, qu'on appelle catastrophe industrielle, anthropique. Et le texte de droit international sur le droit des personnes en cas de catastrophe s'applique aux deux, aux catastrophes naturelles et aux catastrophes pas naturelles. Et elle énonce une évidence, mais il fallait le dire, et les juristes de l'ONU l'ont dit, les victimes des catastrophes, quelles que soient les catastrophes, ont droit à la protection de leurs droits de l'homme. Très bien, bravo. Et à la suite de ce texte, l'Assemblée générale des Nations unies, en novembre 2024, vient d'approuver une résolution qui décide d'ouvrir la négociation, en novembre 2024, donc l'année dernière, mais qui a décidé, l'année dernière, d'ouvrir une négociation qui va commencer à partir en fait de 2026, une négociation sur quoi? Sur un traité international sur le droit des personnes en cas de catastrophe. Et donc il y a un projet officiel de l'ONU sur un traité qui va être négocié par les États sur le droit des personnes en cas de catastrophe et qui devrait aboutir en 2026 ou 2027, qui aboutira parce que les États sont demandeurs, parce qu'il n'y a rien en droit international, mais c'est sur le droit des personnes. Et donc, on va y travailler directement, on va faire insérer nos propositions sur notre projet de convention climat, on va la faire insérer dans ce projet de convention catastrophe, et à mon sens, où il y aura un traité sur le droit des personnes victimes de catastrophes, où il y aura notre projet de traité sur le droit des personnes victimes du climat. Mais il y aura l'un ou l'autre. On est bientôt... Ça marche pas bien. On est malheureusement pris par l'heure puisque la fac ferme bientôt. Peut-être encore une question, s'il y en a une. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions rapidement? Oui, une chose que je voulais vous demander, c'est vous avez parlé tout à l'heure des synthèses qui sont faites après la COP pour faire des pré-COP suivantes, fait des choses comme ça, ou de ce secrétariat qui existe à Bonn, qui travaille réuni, je ne sais plus, 700 personnes, je crois que vous avez dit. Est-ce qu'il y a des... je me fais un peu ma tête la comparaison avec le GIEC, qui fait un document de synthèse sur lequel on peut s'appuyer, qui est certes complexe, mais qui est un document de synthèse périodiquement. Est-ce que c'est ce secrétariat, ou est-ce que les pré-COP, les synthèses des pré-COP peuvent être vus comme quelque chose d'un peu équivalent sur lequel on pourrait se référer pour essayer de démêler les fils de la complexité? Ben, c'est-à-dire qu'il y a toujours des rapports qui font des synthèses. Des synthèses. Alors, il faut aller sur le site de la Convention climat. C'est déjà une opération compliquée pour arriver à trouver quelque chose, mais avec de la persévérance, on y arrive. Et puis, il y a, comme vous l'avez indiqué, les sociétés civiles et plusieurs ONG, notamment en France. Il y a le Comité 21 qui a été créé en 92 sur l'agenda 2021. Le Comité 21 qui fait beaucoup de synthèses et qui travaille avec les entreprises et fait des synthèses. Et puis, il y a le pacte mondial pour le climat, où il y a un réseau français du pacte mondial pour le climat, et il y a un site du pacte mondial pour le climat qui est bien fait, où il y a des résumés, il y a des synthèses, et c'est une ONG qui fait des réunions, qui fait des rencontres, des colloques, des synthèses, etc. Donc il y a plein de choses.
Et puis toutes les grandes ONG d'environnement, elles ont un volet climat. Et donc dans les ONG environnement, il y a des résumés de tout ça. Mais il faut être courageux pour s'y attaquer. Il faut s'y attaquer. C'est pas le monopole que des experts, c'est la société civile. Mais même les spécialistes, moi, j'ai du mal. Alors je m'arrache les cheveux, ceux qui restent, j'ai du mal à suivre. Mais l'environnement, c'est la complexité. Le droit, c'est la complexité. Et il s'agit de faire bon ménage. Il y avait à la COP Climat plus de lobbyistes en faveur des énergies fossiles que de représentants des pays en développement. Merci beaucoup.